On peut avoir aussi un aspect variable selon l'ancienneté et la vitesse de croissance, une atteinte des os plats, une atteinte des os longs dans 30%, une atteinte exceptionnelle de la fibula et des extrémités. La localisation à la voûte du crâne, on peut avoir une lecture à l'emporte-pièce, confluente, avec une absence de réaction périostée, des atteintes des parties avec extension intracrânienne possible. Donc, comme point de départ, on a un diploïde avec lise des tables internes, externes, donnant un aspect biseauté, plus ou moins un séquestre osseux. Donc, on peut aussi avoir un aspect de pseudo-abcès. Donc, ici, on a quelques images d'atteinte osseuse, ici au niveau du crâne, au niveau des vertèbres, au niveau donc des fémurs aussi. Diapo. Donc, à l'IRM, on a des lésions aspécifiques d'allure inflammatoire en hyposignal à T1, hypersignal à T2, avec parfois aspect bourgeonnant. Un important œdème osseux périrégional aussi peut exister. À la scintigraphie osseuse, on a une hyperfixation focale intense. Donc, au niveau de l'examen anatomo-pathologique, au niveau de l'examen microscopique, on a la présence de cellules de grande taille, mesurant 15 à 30 micromètres, avec un cytoplasme abondant, faiblement acidophile, des noyaux excentrés, ovalaires ou reniformes, typiquement un grain de café à chromatine fine et regroupés en amas non cohésifs. Donc, on peut avoir souvent associé à des cellules inflammatoires, des flux nucléaires eosinophiles, des lymphocytes et des cellules macrophages. Donc, la présence de granules de bio-break intracytoplasmiques en microscopie électronique est de moins en moins utilisée en pratique courante. L'immunohistochimie, on a la présence de cellules présentant des antigènes, à savoir donc des antigènes CD1A, CD217 et des protéines S100 à leur surface membranaire. La détection de l'expression donc de CD1A à CD207 à la surface des histocytes pathologiques donc, est obligatoire pour confirmer le diagnostic. Donc, pour l'évolution va de la régression spontanée à une progression rapide pouvant parfois conduire au décès. La maladie induit des séquelles permanentes dans 30 à 40% des cas, dont certaines peuvent être dramatiques, à savoir une insuffisance respiratoire chronique en une localisation pulmonaire, une insuffisance hépatocellulaire et une cholangite sclérosante en cas d'atteinte hépatique, une atteinte neurodégénérative, une surdité, une atteinte hypophysaire et d'autres complications en fonction de la localisation. Diapo. Donc, pour les formes cliniques, on a donc les autres formes d'histocystose langerhänsienne, les formes unifocales. On peut avoir une atteinte cutanée, en général diagnostiquée durant les premiers mois de vie. Elles sont très polymorphes. On peut avoir des lésions papillosquameuses, parfois lésions péticiales disséminées, plus rarement des lésions nodulaires ou granuleuses. Les sites les plus habituels sont le cuir chevelu, le thorax, les plis axillaires et inguinaux. Toujours pour les atteintes cutanées, on peut avoir une forme papillonodulaire qui a été décrite chez le nouveau-né, avec de multiples lésions violacées pouvant ressembler à une varicelle et d'évolution spontanément régressive. Donc, cette forme clinique est donnée forme d'Hashimoto-Pritzker. Donc, ici, on a quelques iconographies avec au niveau de l'image A, une atteinte du tronc et au niveau des plis inguinales et axillaires. Au niveau des images B et C, on a une atteinte du cuir chevelu. Diapo. Donc, comme autre localisation, on peut avoir une atteinte du tissu mou et des muscles. Ces atteintes sont associées à une lésion osseuse, cutanée ou ganglionnaire. Donc, le volume tumoral peut être très important avec parfois des zones nécrotiques. On peut avoir une localisation au niveau otorhinolaryngologique avec une otorhée chronique et un signe qui est un signe d'appel fréquent d'une histocystose langerhänsienne, correspondant à une infiltration du conduit auditif externe, fréquemment surinfecté à Pseudomonas aeruginosa. Donc, l'atteinte labyrinthique peut entraîner la présence de vertiges, de surdité aiguë,
On peut avoir aussi une sinusite et une atteinte pharyngée qui sont également possibles. Donc, l'atteinte médulaire et hématologique, c'était l'atteinte la plus sévère des histiocytoses langerhans. Donc, ça manifeste par une anémie isolée dans un contexte d'atteinte digestive avec saignement occulte. On peut avoir une pancytopénie qui est liée à un envahissement de la moelle osseuse dans un contexte d'atteinte multiviscérale avec hépatosplénomégalie. Diapo. Pour l'atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc l'atteinte hypophysaire est en règle diagnostiquée par un dysfonctionnement des organes traités. Et le plus souvent, ils sont révélés par un diabète insipide central, par défaut de sécrétion d'hormones antidiurétiques. Donc, pour l'atteinte pulmonaire, on a une insuffisance respiratoire obstructive unique. La lésion élémentaire est un granulome pulmonaire qui est responsable d'un syndrome réticulonodulaire radiologique pouvant régresser ou avoir une évolution destructrice conduisant à une lyse alvéolaire et par conséquent des lésions à des cavités kystiques pouvant se compliquer de pneumothorax. Donc, toujours pour les formes unifocales, on a l'atteinte ganglionnaire. Elle fait partie de la destruction classique de l'histiocytose langerhansienne. Donc, habituellement, il existe un élargissement des ganglions dans toutes les aires ganglionnaires. Mais cet élargissement peut être limité à une aire ganglionnaire. Une atteinte ganglionnaire médiastinale peut à la fois comporter une atteinte thymique et se compliquer d'un syndrome cave supérieur. Donc, comme autre atteinte, on a l'atteinte digestive. Donc, les muqueuses buccales ou génitales peuvent être atteintes et être responsables d'une gêne mineure, voire majeure destruction parodontale, perte dentaire. On peut avoir une hépatosplénomégalie, une cholestase ou une défaillance hépatique. L'existence d'une diarrhée révèle, éventuellement sanglante, doit être affirmée par une endoscopie qui élimine l'infection associée. Donc, on peut avoir aussi une atteinte neurologique. Donc, l'atteinte du système nerveux central comporte deux présentations cliniques qui sont distinctes, donc parfois intriquées, peut-être tumorales ou dégénératives. Donc, pour les formes multifocales, on a la forme aiguë disséminée de l'éthéreur sous, donc qui est la forme la plus sévère des histiocytoses langerhansiennes, touche le nouveau-né et le nourrisson d'âge inférieur à 2 ans. Donc, l'atteinte multiviscérale, cutanée,